Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Aïe, 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 quelle journée. Quelle journée de mauvaises nouvelles. Ah, c'est souvent l'actualité est souvent répétitive et négative. Arrête donc. Ah oui, j'ai remarqué ça, moi. C'est vrai? Ouais, fait que j'essaie quand même de me tenir au courant de ce qui se passe, oui. Mais j'essaie quand même de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Bon, toi, t'as une conférence? Oui, le oui. 15? Ah, j'aime ça que tu en parles comme ça. Oui. C'est le 21 avril. Ah, le 21 avril. Le 21 avril 2012. Okay. Le titre de la conférence, Le mystère Jésus. Bon, là, évidemment, je t'entends dans le coin déjà. De Pâques, ça. Ouais, c'est le mois de Pâques, mais Pâques, c'est plutôt en début de mois. Hein, je pense que c'est la première fin de semaine d'avril. Je sais pas. Mais dès que je parle de Jésus, je t'entends grincer des dents. Pourquoi? Parce tu crois qu'on va parler de religion. Et non, et non, et non. Ah bon? Donc, dans le cas du mystère Jésus, en fait, j'ai décidé d'utiliser ce mois d'avril, mois marqué par la fête de Pâques, parce que tu le sais, il y a quelques années, j'ai parcouru une vingtaine de pays, 3 continents, à la recherche des grandes reliques de la chrétienté. Et à travers ça, évidemment, l'histoire du personnage historique de Jésus. Et j'ai essayé de vérifier l'ensemble des rumeurs, légendes, mythes que l'on raconte autour du personnage, qui vont aussi bien du mythe de la crucifixion ou de l'histoire de la crucifixion versus le Da Vinci Code et les associations de Jésus, par exemple, avec le trésor de Rennes-le-Château, son ensevelissement, par exemple, dans le Cachemire, les années inconnues et mystiques de Jésus. Donc, vraiment, l'aspect historique du personnage, évidemment, ces débordements mystico-historiques, si je pourrais dire, qui touchent le personnage. Donc, c'est un peu de tout cela que je vais parler dans cette conférence du 21 avril. Ça se tient à la salle de l'auditorium Marie-Claire et Richard Séguin. C'est le centre communautaire Roussin. C'est dans l'est de Montréal. L'adresse, le 1225 Notre-Dame-Est. Et pour toute information supplémentaire, les gens ont simplement à se rendre sur le www.christianpage, d'un seul mot, christianpage.ca. Ça, c'est la salle dans l'Est, là. C'est au bord des raffineries. Au bord des raffineries. Il faut se téléporter en souhaitant qu'il n'y ait pas de Oui, manifestation. mais c'est vrai. Mais la salle est tout à fait agréable. Ah, c'est une belle salle adaptée spécialement pour ce genre d'activité. Je pense que ça va être très, très convivial. Parfait. Hey, écoute, est-ce que je peux te mentionner que tu sais que j'ai écrit un bouquin l'automne dernier. En fait, le bouquin est sorti l'automne dernier. On en a fait tirer quelques exemplaires ici à l'émission. Ouais. Je n'ai jamais fait de séance de signature de livres dans aucune librairie. Je me refuse de faire ça. T'es pas allé au Salon du Livre? Oui, j'étais allé au Salon du Livre. C'est la seule fois où j'ai fait une sortie, disons, là, grand public. Tu t'es habillé propre. Oui, je me suis habillé propre. Je chantais bon, là, tu sais. Et puis, donc, j'avais fait ça. Mais comme je viens d'un petit patelin, sur la rive sud, en fait, à la limite de la Montérégie, Saint-Jean-sur-Richelieu, là, on entend, en sorte, les mouches voler. Ouais. Je te dirais pas quelle sorte de mouche, d'ailleurs. Donc, à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc, comme je viens de ce patelin-là, il y a des libraires locaux qui m'ont demandé de participer à une séance de livres. Et finalement, j'ai accepté. Donc, je l'ai dit. Séance de signature. Donc, une séance de signature, oui, ça va être le samedi, le 5 mai. Ça va se tenir de 14h à 17h. OK, c'est assez les plaques. OK. Parle-moi du président Obama, qui est de passage à Roswell, qui est un de tes endroits préférés sur la planète. Ben oui. Donc, la semaine dernière, le président Obama se trouvait donc à Roswell, dans le sud des États-Unis. En fait, c'est un voyage dans le sud des États-Unis où il allait un peu défendre ses politiques énergétiques. Il a atterri à l'aéroport de Roswell. Et évidemment, quand on parle de Roswell, c'est un haut lieu très symbolique pour les amateurs d'OVNI. Et là, évidemment, Obama a lancé une boutade en disant que lorsqu'il évoquait Roswell, et régulièrement, des enfants lui demandaient est-ce que c'est vrai que des extraterrestres se sont écrasés à Roswell? Et en souriant, Obama a répondu, il dit, lorsque les enfants me demandent cette question-là, je réponds toujours, si je vous le disais, je serais obligé de vous tuer après. Et là, en souriant, il a dit, on va garder nos secrets. Évidemment, on peut interpréter ça de différentes façons. Oui, il dit ça aux enfants. Si je le dis, je vais devoir vous tuer après. Et ce soir, tu vas manger ton brocoli, tu vas rester tranquille. Exactement. Donc, évidemment, on peut interpréter ça de différentes façons en se disant, bon, ben, c'est une belle pirouette, une belle boutade que le président Obama a lancée. Et si tu es de ceux qui croient à la réalité de l'écrasement d'un ovni à Roswell, ben, évidemment, tu peux interpréter ça en disant, finalement, le président Obama n'a pas dit vrai, n'a pas dit faux. Et évidemment, il a tiré en fait ses marrons du feu en disant on va garder nos secrets. Donc peut-être y a-t-il un fond de vérité derrière tout ça. Donc il y a secret. Il y a peut-être secret. En tout cas, c'est tout le moins ce qu'a dit Barack Obama en disant on va garder nos secrets. On peut interpréter ça comme étant une simple plaisanterie ou
l'admission qu'il y a quelque part un certain secret. Ah. Donc, évidemment, déjà depuis une semaine, dans les forums de discussion chez les gens qui s'intéressent aux ovnis, on parle beaucoup de cette déclaration. Qu'est-ce qu'elle vaut? Et ensuite, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Roswell? Je sais, on en a déjà parlé à l'émission, mais il faut quand même revenir un peu là-dessus parce que, c'est une histoire qui est un peu cyclique. C'est un peu comme le Père Noël. Chaque année, il faut en reparler un peu. Donc, cette histoire-là de Roswell, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'elle tienne une place si importante dans la culture ufologique parce que au départ, Roswell, c'est à peu près 24 heures en 1947. Donc, si tu le veux, on regarde un peu les faits historiques. On est au début du mois de juillet 1947. Ce jour-là, un rancher local, un certain Mac Brazel, on n'est pas certain de la date. Certains ont avancé la date du 2, le 3 juillet, le 4 juillet. On sait que c'est la première semaine de juillet. Donc, il y a eu des orages importants dans le sud des États-Unis, notamment à Roswell, dans le sud de l'État du Nouveau-Mexique. Et ce jour-là, donc, ce Mac Brazel sort à cheval pour aller inspecter ses clôtures. Ce sont des grands pâturages. Donc, il inspecte ses clôtures et là, il va constater sur une de ses terres, il va voir des débris métalliques au sol. C'est assez étonnant parce que les débris vont comment je pourrais dire, se multiplier un peu avec l'histoire. Parce qu'au départ, Brazel dit, il y avait sur une assez petite surface des débris métalliques, ça ressemblait un peu à du papier d'aluminium, des morceaux de bois. Il va récupérer ça, mettre ça dans une boîte et ramener ça chez lui. Et là, il va informer, parce qu'il faut dire qu'à cette époque, l'armée américaine lançait de façon régulière des ballons-sondes et offrait une prime de 5 $, je crois, à ceux qui rapportaient les ballons-sondes à la base militaire locale. Donc, Brazel, évidemment, n'est pas un imbécile, croit immédiatement à l'histoire du ballon-sonde, se dit on va ramener ça. Il se rend donc au bureau du shérif local et il va informer le shérif qu'il a trouvé ces débris. Et c'est un peu comme s'il disait, dites à l'armée que j'ai ça, puis qu'ils viennent récupérer ça pour que j'encaisse mes 5 $, mes $5. Donc, $5 de 1947. Ah oui. Aujourd'hui, c'est 483 piastres. C'est des sous, ça, monsieur. Oui, quand même. Donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'à ce moment-là, on va parler très rapidement, on va parler de disques volants. Mais quand on parle de disques volants, généralement, le mot infâme, il est lancé par les gens du milieu des ovnis. Infâme? Infâme, oui, c'est le mot à ne pas dire, parce qu'évidemment, on est vite catalogué dans la gang de Raël et compagnie, là. Voilà. D'accord. Mais cette fois-là, c'est l'armée elle-même qui va lancer, en fait, cette bouée-là en disant, nous avons récupéré un disque volant. Donc, c'est l'armée qui va émettre ce communiqué-là. Très bien. La suite après cette pause. Avec Christian Page. Alors, l'armée... Donc, c'est ça, on parle de cette histoire de Roswell et le mot infâme de disque volant, généralement, il émane de la communauté ufologique. Ce sont eux, généralement, qui lancent ce genre de slogan, en fait, de trucs accrocheurs dans les médias, mais pas cette fois-là. En fait, c'est l'armée. Et l'armée, donc, à partir du moment où Brazel se présente au bureau du shérif en disant « J'ai trouvé des trucs chez moi », le shérif contacte l'armée et c'est bien important, avant que l'armée récupère l'objet, pour une raison assez mystérieuse, le colonel Blanchard, qui dirige la base, va aller voir l'officier des relations publiques en lui disant « émet un communiqué et dit qu'on a trouvé un disque volant ». À ce moment-là, il faut bien se rappeler, personne n'a vu les débris en question. Donc, Blanchard s'en va voir Warren Holt, l'agent des relations publiques, qui lui émet un communiqué ce jour-là. Et ce communiqué va être reproduit dans tous les journaux, même ici à Montréal, des journaux comme la Gazette ou le journal, les journaux comme la Presse, par exemple, vont reprendre ce communiqué en disant « L'armée américaine dit avoir récupéré un disque volant ». Pendant ce temps-là, sur le terrain, 2 officiers vont se rendre sur le terrain, un certain Sheridan Cavitt et un type qui s'appelle Jess Marshall. Ils vont se rendre sur place et vont récupérer les fameux débris qui ressemblent à du papier d'aluminium, des bouts de bois de balsa, des trucs un peu semblables. Il doit certainement y avoir quelque chose d'un peu exotique là-dedans parce que en revenant vers la base militaire, faut bien se rappeler que la base de Roswell, c'est la base où siège le 509e groupe de bombardement.
À cette époque, évidemment, ça ne te dit rien, mais en 1947, c'était le seul groupe atomique au monde. C'est donc là qu'était stationné l'Enola Gay avant qu'on la charge de la bombe atomique devait détruire éventuellement Hiroshima. Donc, tu vois, c'est un groupe qui, eux, ces militaires-là, c'est quand même pas des imbéciles. Ce sont des gens qui sont habilités, en fait, à manipuler l'arme atomique. T'sais. Donc, à ce moment-là, ces gens-là se rendent sur place, récupèrent les débris et chemin faisant vers le retour vers la base, Jess Marshall va s'arrêter chez lui, il est à peu près 2 heures du matin, et va montrer à sa femme et à son fils ces fameux débris qui ressemblent à du papier d'aluminium, bois de balsa et compagnie, en disant « Voici des restes d'un disque volant ». Tout ça arrive à la base. Le lendemain, ces objets-là sont envoyés à la base de Fort Worth, au Texas, et là, conférence de presse, le major en chef de la 8e force armée, le général Aramé, se trouve sur place devant les journalistes, présente les fameux débris en disant « Désolé de vous avoir dérangé, messieurs, mais voici les débris. » Et ces débris-là ne sont pas ceux d'un disque volant, mais ceux d'un simple et vulgaire ballon-sonde. Un peu trop tard. Merci, bonsoir. Ben oui. Donc, les journalistes s'en retournent avec leur petit bonheur sous le bras et l'affaire de Roswell meurt enterrée. C'est assez étonnant parce que dans les années 50 et 60, on n'entendra plus parler de cette histoire. On va parler de d'autres histoires de supposés écrasements d'ovnis, mais Roswell est complètement enterré, occulté. On ne reparlera plus du tout de cette histoire jusqu'au milieu des années 70 où là, lors d'une conférence, il y a un ufologue américain, Stanton Friedman, qui parle des histoires d'ovnis. Et puis là, il y a quelqu'un qui s'en va le voir en lui disant « Mon voisin, Jesse Marshall, m'a déjà raconté que dans les années 40, il avait récupéré des débris, etc. » Et là, l'histoire va renaître un peu de sa belle mort. Marshall va être rejoint par cet enquêteur, ce Stanton Friedman, et il va raconter l'histoire de ces débris que lui trouvait assez étrange. Il disait il y avait du papier d'aluminium, quand on le pliait, ça reprenait sa forme, puis toutes sortes de trucs. Mais là-dedans, jamais d'histoire d'extraterrestres, jamais question de petits bonhommes verts. Les petits bonhommes verts vont arriver après. Finalement, lorsque l'histoire est reprise, elle fait la une du National Enquirer, ce genre de journaux, et à ce moment-là, il va y avoir des gens qui vont contacter Friedman en lui disant « Mon père a été impliqué dans cette histoire-là, mon grand-père, mon oncle, ma tante, mon cousin, mon neveu. » Et là, l'histoire s'amplifie. C'est un peu comme le monstre Frankenstein qu'on a créé, auquel on greffe des pièces. Et là, à travers tous ces récits un peu hétéroclites, il y en a qui vont commencer à parler de la découverte d'humanoïdes, de créatures à bord de la soucoupe volante. Alors, on parle d'une balloune. Et voilà, on est rendu à une soucoupe volante extraterrestre. Et cette histoire-là va, dans les années 70, dans les années 80, devenir littéralement le saint graal des amateurs d'ovnis. C'est l'histoire parmi les histoires. En fait, ça va jouer tellement, cette histoire-là a une telle importance qu'elle va quand même susciter l'intérêt d'un représentant au Sénat américain, Stephen Schiff, qui représente le Nouveau-Mexique. Et au début des années 90, Schiff va faire des pressions pour qu'on sache la vérité sur l'affaire de Roswell. Et puis finalement, pour te faire une histoire courte, l'armée américaine va finalement réouvrir ses dossiers sur l'affaire de Roswell parce qu'au départ, elle dit non, on est au courant de rien, il n'y a rien là-dedans. Et puis finalement, en 1995, l'armée va publier une brique. J'aurais dû te l'amener aujourd'hui, je l'ai à la maison. C'est véritablement un pavé qui doit peser 15 livres. Et ce document-là, c'est le document, l'armée ont découvert, en fouillant dans leurs archives, que Roswell correspondait en fait à l'objet de Roswell, dis-je, correspondait à un projet top secret qu'on appelait le projet Mogul. Donc, dans les années 40, l'ennemi numéro 1 des États-Unis n'était pas les extraterrestres, mais c'était les Russes. Et les Américains étaient convaincus à ce moment-là, on avait développé l'hypothèse que si l'on mettait en haute atmosphère des objets acoustiques, on pourrait entendre les Russes faire détonner une bombe atomique. Donc, c'était ça qui était l'idée. On a donc construit une sorte de train de ballon. C'était pas le ballon qui était top secret, c'était la mission de ces ballons. Faut bien le comprendre. Donc, des ballons, une sorte en polyuréthane. Donc, ces ballons, un long train de ballon, pour donner une idée, là, c'était long comme à peu près l'obélisque de la Concorde à Paris, là. Donc, ce train de ballon était lancé dans l'air en très haute atmosphère et on espérait entendre des détonations acoustiques. L'un de ces ballons, ballon numéro 2, est tombé
a été lancé au début juillet et il a disparu, on l'a perdu et on croit que c'est ce ballon-là qui aurait tombé sur le ranch de McBrazel qui aurait donné naissance à la légende de l'objet de Roswell. Okay. Quant aux fameux extraterrestres, encore là, l'armée questionnait à ce sujet-là parce que dans son fameux vol, elle a mis comme je te dis, un immense pavé, publié un immense pavé en 95, mais elle ne dit pas un mot sur les histoires d'extraterrestres. Elle va récidiver, c'est assez étonnant d'ailleurs, cette sollicitude de l'armée de l'air américaine, mais en 97, elle va récidiver avec un nouveau document intitulé Roswell Case Closed, ça le dit bien, Roswell affaire terminée, clos. Et dans ce document-là, elle dit que les légendes d'extraterrestres à Roswell viennent d'une série d'expériences menées dans le désert dans les années 40 et dans les années 50 en utilisant des mannequins anthropomorphiques. Donc, on larguait depuis des avions des mannequins avec des parachutes ou sur des sièges éjectables et puis on récupérait ensuite ces mannequins-là pour voir un peu l'impact des corps en arrivant au sol. Et l'armée nous dit que durant cette période, 50, 60, peut-être des gens ont observé des militaires récupérant des mannequins dans le désert et avec le temps, ces mannequins sont devenus les petits extraterrestres, les bonhommes verts, etc. C'est quand même assez étonnant. C'est une histoire, en fait, dont on n'a pas le fin mot. On croit ou non une conspiration. À tout le moins, l'armée reconnaît qu'elle a conspiré, qu'elle nous a menti, non pas pour nous dissimuler cette fois-là une soucoupe volante, mais pour dissimuler un ballon top secret, le ballon Mogul. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Avec Christian Page. Bon, on est toujours à Roswell. Mais en fait, Roswell, comme on l'a expliqué donc depuis le début de l'émission, c'est 48 heures en 1947, et puis c'est une histoire qui rebondit dans les années 70, avec finalement cette conclusion que l'on accepte ou non que l'objet de Roswell n'aurait été qu'un ballon top secret utilisé par l'armée pour écouter ou espionner les Soviétiques. Ce qui est assez surprenant, c'est que cette histoire-là est devenue un peu le Saint Graal. Il nous fait oublier dans le domaine des ovnis que d'autres histoires d'écrasement d'engins mystérieux ont quand même alimenté en leur temps la presse. Et certaines de ces histoires-là me paraissent comme, somme toute, plus intéressantes. Ouais. Et je vais t'en raconter une histoire qui est très peu connue. Okay. En fait, qui se passe le 9 décembre 1965. Il est à peu près 14h45, il est à peu près 16h45, donc 4h45 l'après-midi. Et là, on voit traverser toute l'Est, à la fois l'Est américain et l'Est canadien, une sorte de lumière vive qui va être observée autant au-dessus de l'Ontario qu'au-dessus de l'État de New York, qu'au-dessus de l'Illinois. Donc, c'est une grande masse lumineuse qui rentre dans l'atmosphère. Et au-dessus de la Virginie, elle va changer de trajectoire pour finalement aller s'écraser dans une forêt près de Kecksburg, en Pennsylvanie. Et là, tu vois, il y a plusieurs éléments qui sont très intéressants là-dedans. Donc, l'objet tombe dans cette forêt de Kecksburg et immédiatement, donc, il y a des jeunes qui sont témoins de la scène, ils vont se rendre sur place. Ces jeunes vont raconter avoir été dans la forêt et avoir trouvé le fameux objet. Ils disent, ça ressemblait à une espèce de cloche ou à une sorte de gland d'un châtaignier avec autour une sorte de... De quoi? De gland de châtaignier. Ah, d'accord. Avec un renflement autour. Et puis l'objet était de forme métallique. Et ils vont dire que sur le renflement, par exemple, ils ont pu voir des symboles, des signes, une sorte d'écriture qu'ils ne connaissaient pas et donc qui les amène à peut-être était-ce une écriture extraterrestre. Quoi qu'il en soit, assez rapidement, les policiers, les services d'incendie vont boucler la zone. On va faire appel à l'armée et l'armée vont évidemment, comme c'est toujours l'histoire qui se répète, l'armée va récupérer l'objet qui va finalement être enlevé et disparaître de la circulation. Et donc, cette histoire de Kecksburg va alimenter toute une sorte de presse, une littérature ufologique, et évidemment, on s'interroge encore aujourd'hui de quoi s'agissait-il. Bon. Et là, il y a des petites choses qui sont assez intéressantes. Je vais te montrer une photographie de ce que pouvait ressembler l'objet de Kecksburg. Là, les gens ne le voient pas, mais ça... Excuse-moi, ça, Benoît, c'est la photo d'un Vostok russe. C'est quoi? Ben oui. Oui, c'est un engin russe. Regarde la forme de cet engin-là, comment il ressemble à l'objet de Kecksburg. Non, mais ma fille m'a ramené quelque chose comme ça de ses vacances. Là. Quand tu le secoues à l'envers, il y a de la neige. Oui, ça ressemble un peu à ça. Mais bref, tout ça pour dire que dans l'affaire de Kecksburg, moi, j'y suis allé. Il y a quand même plusieurs petites choses qui sont intéressantes. Bon, l'histoire, d'abord, les jeunes vont décrire un objet. Et cet objet-là, quand on regarde, sans chercher un engin venu d'une autre planète, on voit dans l'arsenal terrestre, si je puis dire, un engin qui ressemblait étrangement à ça, qui étaient les premiers vaisseaux habités russes, les fameux Vostok. Et évidemment, l'écriture russe, le cyrillique, est une écriture pour un non-initié, une écriture qui peut paraître un peu extraterrestre. Et nos gamins, c'est ce qu'ils vont raconter, avoir vu de l'écriture sur l'objet qu'ils croyaient être de nature inconnue.
Peut-être était-ce un Vostok. Évidemment, les services soviétiques ont toujours nié la possibilité qu'un de leurs engins soit tombé dans une forêt aux États-Unis, mais néanmoins, la ressemblance de l'objet, elle est quand même frappante. Mais il y a d'autres petites anecdotes que les gens ne savent pas à propos de l'affaire de Kecksburg qui vaut la peine d'être dites. Moi, j'y suis. En 1990, la fameuse série Unsolved Mysteries aux États-Unis, qui est animée par Robert Stack, l'incorruptible Robert Stack. Oui. Bon, cette série-là, donc, a fait un reportage sur l'affaire de Kecksburg et présente tout cet élément-là, donc un peu l'histoire que je viens de te raconter, avec des témoins. Lorsque je suis allé, moi, à Kecksburg pour enquêter sur l'affaire, j'ai été un peu surpris d'apprendre que Unsolved Mystery s'était fait sortir de la ville à grands coups de pied dans l'arrière-train, à peu près, parce que les autorités ont refusé à Unsolved Mysteries de tourner leur séquence à Kecksburg. Pourquoi? Parce que la grande majorité de la population ne croit pas à l'histoire de l'OVNI tombé à Kecksburg. Pour les autorités locales, l'incident est un incident clos, ce n'était qu'une météorite. Point à la ligne. Donc, même Unsolved Mysteries n'ont pas été autorisés à filmer à Kecksburg. Moi, donc, j'ai interrogé les gens. Et il me semble, bon, plusieurs des jeunes qui étaient là à l'époque se rappellent des événements. Certains d'entre eux disent avoir vu le fameux objet. Bon, j'ignore dans quelle mesure il faut accorder du crédit à leur récit, mais à tout le moins, il m'apparaît assez certain qu'un objet est tombé dans la forêt de Kecksburg. Donc, on oscille entre l'objet peut-être extraterrestre, un engin russe ou une simple météorite. Mais dans le cas de Kecksburg, un peu comme dans l'affaire de Roswell, on est bel et bien en présence d'un objet qui est tombé au sol. Même les autorités ne nient pas ça. Maintenant, c'est l'interprétation que l'on va faire de la nature de l'objet qui, elle, est plus controversée, engin extraterrestre, engin russe ou quoi que ce soit. Ce qui est aussi assez amusant à propos de l'affaire de Kecksburg, je me rappelle il y a quelques semaines avoir vu à la télé ici au Québec une série qui s'appelle Chasseurs d'OVNI et qui est animée par un type qui s'appelle William Burns, un type avec une casquette, des grosses lunettes fumées qui joue un peu à l'homme en noir. Et c'est assez amusant parce qu'ils se sont retrouvés à Kecksburg et je revoyais un peu la scène pour y avoir moi-même été. Et là, à un moment donné, ils sont dans un boisé, il y a un arbre qui est couché à terre. Et là, le type regarde l'arbre, il dit « Ouais, c'est un arbre, ça fait longtemps qu'il est tombé. » Il dit « Rien ne prouve que cet objet-là n'a pas été couché par l'objet de Kecksburg. » Écoute, essayez de trouver de négation. Ben oui. C'est comme aussi absurde que de dire rien ne prouve que c'est pas le Père Noël qui a jeté ça à terre. Oui, vas-y, prouve-le. Donc ça, c'est un petit peu aberrant, mais dans le cas... C'est malhonnête. Oh oui, c'est une approche qui est tout à fait malhonnête. Mais dans le cas de Kecksburg, par exemple, on a à la certitude que quelque chose est tombé, mais les autorités en place soutiennent que ce n'était un météorite. Une approche plus, disons, plus réaliste pourrait dire qu'il s'agissait peut-être d'un satellite russe, puisque les jeunes ont parlé d'une écriture inconnue, ou bien encore, si tu es tenant de partisans de visites extraterrestres, ben évidemment, tu peux conclure à la présence d'un engin extraterrestre. Mais la réalité de l'histoire ne semble pas, n'est pas mise en doute. La réalité qu'un objet tombé à Kecksburg n'est pas remis en doute. Mais quoi? Mais on le sait pas. Autre incident assez semblable, mais cette fois au Canada. Parce que nous non plus, on ne fait pas exception à ça. Au Canada, en 1967, au large de Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse, un objet est tombé. On est à l'automne de 1967. Un objet va être observé. Je crois qu'on est le 4 octobre 1967. Des dizaines de témoins de Shag Harbor, qui est un tout petit village où je suis allé également. C'est un tout petit village de pêcheurs. Donc, presque toute la population vont voir cet objet mystérieux avec des lumières tomber dans la baie de Shag Harbor. Sais-tu quoi? Oui. Ça va aller à la semaine prochaine. Mais... Parce que vraiment, on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. Une histoire très intéressante quand même. En Nouvelle-Écosse? Oui, en Nouvelle-Écosse. Et parmi les témoins, des gens de la GRC, on a même envoyé les gardes-côtes pour essayer de retrouver l'objet en question. Sais-tu quoi? Quoi? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci, Christian Page. Merci à Pierre-Étienne, Alexandra et François. Merci à vous en cette dure journée, ce dur mercredi où les nouvelles étaient vraiment scabreuses et horribles. On a fait de notre mieux pour pas trop vous démoraliser. Il y a Paul Oud qui suit après les infos. Portez-vous bien. À demain midi.